vient au moins, enfin en tout cas on l'invite au moins 2 fois par an pendant les rencontres d'Arles l'été et pendant le festival Octobre Numérique en octobre. Et avec Mathieu, c'est toujours un petit peu la même question qu'on lui pose. C'est depuis son point de vue de quelqu'un qui est chez Unity, qui travaille pour Unity depuis très longtemps, donc pour ce grand acteur de la technologie. Certains ce matin évoquaient Big Tech et d'une manière un petit peu inquiète. Depuis son point de vue, qu'est-ce que ces technologies du métavers sont occupées à faire? Où est-ce qu'elles en sont? Quel est le chemin qui a été parcouru depuis les premiers moments où on en a parlé? Et donc l'année dernière, il nous avait fait un panorama très exhaustif du métavers, tel qu'il a été pensé et implémenté dans la technologie, et surtout tel qu'il était projeté, tel qu'il est le fruit d'une vision aussi de la part d'une société comme Unity, qui est en très grande partie composée d'ingénieurs et de concepteurs qui fabriquent ces outils. Et cette année, donc, la demande, c'est exactement la même, c'est un panorama du métavers selon Unity, augmenté de tout ce qui s'est passé en 2021. Et alors c'est particulièrement intéressant de le faire en ce moment, puisque quand il y a un an, on parlait de métavers, c'était encore un petit peu indéterminé, et on avait cette figure de Mark Zuckerberg et de Meta qui faisaient des grandes annonces, mais on n'avait encore rien vu. Je pense que depuis les 12 derniers mois, le métavers est devenu un sujet d'actualité, un petit peu comme les NFT ont occupé le devant de la scène aussi à peu près au même moment. Et on a eu différentes incarnations de le métavers, c'est ça, mais c'est aussi ça. Et puis ça peut être ça. Et puis ça existe depuis longtemps, ou ça n'existe pas encore, ou c'est la réalité virtuelle, ou c'est le Web 3, etc., etc. Donc tout le monde est perdu. Et il y a beaucoup de, je pense, de questions et de besoins de voir des points de vue, puisque finalement, c'est un objet qui est indéfini et qui, pour le moment, finalement, gagne sans doute à être indéfini. En tout cas, ça arrange tout le monde que ce ne soit pas très bien défini, puisque tout le monde peut s'en réclamer. Et donc, pendant le festival, ce que l'on fait, c'est qu'on multiplie les points de vue, comme vous l'avez, je pense, déjà pu observer. Et c'est particulièrement intéressant d'avoir le point de vue d'une grande société comme Unity qui se confronte à celui d'artistes, à celui de collectifs d'artistes. Pour moi, c'est autant de façons de mettre en résonance et de mettre en écho des définitions qui nous appartiennent. Alors, je ne sais pas si tu es prêt, Mathieu? Presque. Une petite seconde. Pas... Ouais, j'ai vu le titre déjà, ça s'appelle L'état du métavers. Donc, State of the Metaverse en 2022. Attends, je vais rester de toute façon par ici. Ouais. Ça vient. Ah, génial. Bon, bonjour à tous. Donc voilà, tu as tout dit. Ça va être rapide du coup. Bravo. Donc je travaille pour Unity. Je m'occupe de la partie graphique. J'étais product manager avant de la partie film et animation. Donc c'est un peu quelque chose qui m'a toujours... c'est ce qui m'a conduit à la 3D, c'est d'avoir envie que tous ces mondes-là se rapprochent de toutes ces convergences. Donc du coup... j'ai eu beaucoup de chance d'arriver à un moment dans ma carrière. J'ai travaillé dans le temps réel et puis à un moment je suis arrivé chez Unity où du coup ça faisait partie des quelques outils technologiques qui allaient permettre de mener à ces convergences. Et du coup j'ai eu la chance d'un peu pouvoir les suivre. Ça fait 8 ans, j'étais le premier employé en France. Alors, tu étais le premier employé d'Unity en France? Ouais, c'était ma maison. C'était une chance incroyable. Donc voilà. Donc du coup l'année dernière, il y avait des gens qui étaient là l'année dernière, à part toi, hein? Certains, oui, Marie. 3, oui. Ouais. Donc l'année dernière, j'avais fait ce que j'avais essayé de faire, c'était, je m'étais posé la question pourquoi on parlait du métaverse l'année dernière et pas 2 ans avant, 3 ans avant, 5 ans, 10 ans. Et du coup, je me suis amusé à tracer des lignes en partant du passé. Et puis de se dire, en fait, de tracer un peu des courbes et puis de voir où est-ce pourquoi il y a des courbes qui se croisent pile poil là en 2021. Et puis en traçant les choses, ce que je m'étais rendu compte, c'est que en fait, on était à la croisée l'année dernière de convergence en fait. C'est pour ça que c'était à ce moment-là. C'était vraiment, il fallait qu'il y ait un ensemble de convergences qui arrivent.
convergence du hardware, convergence des technologies de création de contenu, convergence des services et des business models, et la convergence aussi des IP ou des IP, c'est-à-dire des différents contenus qui commencent à se mélanger, enfin qui se mélangent tous dans tous les domaines. Et puis ma conclusion était que globalement tout ça c'est quand même fait pour nous à la base. Et je vais un peu, je vais continuer là-dessus. Et en fait, en traçant les lignes, je me suis dit, ce serait marrant de les tracer. Qu'est-ce qui se passe après, en fait, de continuer à prendre les trajectoires et puis de les tracer. Et j'étais arrivé à cette conclusion assez étrange qui disait que, en fait, on est passé du coup des ordinateurs personnels, des consoles, des mobiles, des tablettes, du streaming, etc. Et puis, en fait, tout ça pourrait être potentiellement sacralisé dans de la réalité mixte. En fait, tout ça pourrait disparaître au service d'une chose. On s'est rendu compte que la création de contenu a beaucoup évolué avec les digital twins, le machine learning, plus toute l'expérience qu'on a dans le film, la 3D pour créer du contenu, où on se retrouverait à avoir un système assisté par le machine learning, par l'intelligence artificielle, qui nous permettrait de gérer et de générer le contenu qui permettrait de remplir un métaverse. De remplir des métaverses. Parce que du coup, on parle d'une échelle multiple par rapport à ce qu'est notre planète, parce qu'on a un nombre infini de mondes. Puis ensuite, la dernière partie, c'était ce que je disais autour de l'humain, c'est que finalement, le fait on est passé des jeux solo en arcade, aux jeux à deux à la maison, aux jeux multiplayer connectés. Et en fait, finalement, tout ça se sacralise dans un avatar, finalement. Ça veut dire que en tant qu'avatar, on représente le business model, on représente la responsabilité, on est responsable de notre connectivité. C'est-à-dire qu'en étant acteur du métaverse, c'est ça qui nous donne les services. On ne s'inscrit pas à des services, on est un acteur qui a le droit à des services. Et en fait, en prolongeant encore un peu plus loin, ce qui est fou, c'est que si on imagine finalement qu'on pousse encore un peu les choses plus loin, on peut imaginer que ces casques, finalement, à un moment, sont implémentés en nous pour des raisons d'économie d'énergie et de réalité, et que finalement, on se retrouve dans un monde assez digitalisé et une sorte d'évolution transhumanisme. Alors moi, ça m'a vraiment surpris d'arriver là, donc c'est pour ça que ça peut choquer les gens. Mais voilà, du coup, moi, j'étais vraiment surpris. Et donc, je me suis dit, la question, là, en venant cette année, c'est de me dire, en fait, qu'est-ce qui s'est passé en un an? Est-ce que je me suis complètement planté ou est-ce que ça continue d'aller dans cette direction-là ou pas? Donc, je vais reprendre un peu les lignes que j'ai là. Donc, le premier, c'est sur la convergence des plateformes. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en un an? Ce qui s'est passé en un an, c'est que, par exemple, en tout cas pour la partie réalité virtuelle, ce qui s'est passé, c'est que le marché de la VR continue de se solidifier. En fait, on est passé dans les dernières années à avoir des casques branchés au PC avec des capteurs extérieurs, des capteurs internes, tout un tas de casques de tout un tas de marques. Un truc un peu, c'était vraiment un peu le bazar pour les créateurs de contenu. Il fallait faire 1000 choix quand on commençait ces choses. Aujourd'hui, on le voit là sur le graphique en bas à droite. En fait, Meta, avec l'Oculus Quest, a quasiment raflé toute la mise en étant l'essentiel hardware qui permet de naviguer dans la VR. On voit aussi qu'il a atteint ses objectifs qui étaient de passer le milliard de revenus, le milliard de revenus, ouais, c'est bien ça, je ne me trompe pas. Et aussi, il a dépassé les ventes de la Xbox. Donc ça veut dire que c'est une vraie, de la dernière Xbox. Ça veut dire que c'est une vraie plateforme à part entière. Avant, on ne savait pas trop si c'était une vraie plateforme, la VR, si ça allait s'arrêter. Mais là, on sait que ça y va. Et puis, quand on regarde la courbe, on se dit, bon, on continue d'y aller. On voit là aussi, par exemple, l'augmentation des revenus. Donc, c'est en train de devenir un vrai marché. On voit que juste en un an, ça a quasiment doublé. Tu voulais dire un truc? Non, juste c'est 1 milliard de revenus sur le software. Oui, sur le software, exactement. Sur le contenu en plus. Ouais. Et justement, c'est une très bonne remarque. Et la question aussi, c'était par rapport au type de contenu que les gens consomment. Alors déjà, le type de succès, c'est-à-dire qu'on voit qu'un marché s'établit au moment où on commence à avoir des acteurs
qui commence à générer un revenu significatif. Et en fait, vraiment, si on regarde les années précédentes, on voit bien là, on voit qu'il y a 2 ans, personne ne faisait plus que 10 millions de dollars avec la VR. Maintenant, il commence à en avoir. Et puis tout ça, chaque année, un peu se transmet. C'est intéressant de voir aussi que une autre chose qui est intéressante, c'est qu'on voit que c'est un marché du jeu, la VR, mais aussi on voit que le sport et la musique sont quand même parmi les... Enfin, et l'horreur, bizarrement, mais sont parmi les contenus qui marchent le plus, parce qu'en fait, ça dépasse ça. Notamment le fait que les casques de VR font partie maintenant certaines entreprises qui payent qui donnent des subventions aux employés pour faire du sport, payent des casques de VR. Ça fait partie comme un abonnement de club de sport. Donc, Je veux juste faire un tout petit retour sur l'économie. Ce matin, on parlait des AAA et du low-tech. Ouais. On a vraiment brassé très large. Et bon, je me suis permis de mentionner quelques chiffres pour dire c'est quoi un AAA, en disant c'est à partir de 20-30 millions de dollars de coûts de production pour un jeu. Et donc c'est intéressant parce qu'ici on a en revers les revenus. Et on voit que sur de la réalité virtuelle par exemple, très peu d'applications arrivent à des niveaux de revenus de 20 millions ou plus. Ouais. Et en fait, pour beaucoup, il y a cette histoire d'arriver à une économie où un logiciel, un software, un jeu peut faire suffisamment d'argent pour qu'on puisse lui attribuer un coût de 20-30 millions et donc faire un AAA. Et espèce de parcours comme ça qui existe depuis quelques années où ça progresse, mais on n'y est pas encore tout à fait. Exactement, ouais, c'est ça. On va voir là, j'ai un autre petit graphique. Là, on voit, il y a une autre chose qui est assez intéressante, c'est de voir ce qu'on pourrait aussi imaginer que finalement la VR est drivée toujours par les mêmes contenus qui sont là depuis longtemps, donc c'est pour ça. Là, ce qu'on voit à droite, c'est qu'on voit par année, donc en bas, c'est les titres qui sont sortis il y a le plus longtemps, puis on voit les revenus dans l'autre sens. On voit par exemple qu'effectivement, dans les plus gros revenus, Beat Saber, Superhot, ils étaient sortis dans les premiers, c'était des early adopters, c'est-à-dire que les gens avaient tout de suite trouvé un peu le hit au début du marché, comme un peu comme Tetris et Mario sur la Game Boy. Mais on voit aussi que vraiment, malgré ça, il y a une continuité de succès qui sont en train de se faire. Même des titres sortis il n'y a pas si longtemps que ça arrivent quand même à arriver dans le haut du tableau. Et ensuite, l'autre chose qui est assez intéressante, c'est qu'on voit globalement, et c'est là où on en vient un peu au métavers, c'est qu'on en voit que globalement, les jeux multiplayer, c'est ce qu'on voit ici, donc les trois premières colonnes, c'est des jeux multiplayer ou en coop, prennent l'essentiel du marché. Alors ça peut être biaisé parce que les jeux multiplayer sont souvent plus chers à développer, donc il y a plus d'investissement, donc ils rapportent plus. Enfin, on essaie de faire qu'ils rapportent plus. Mais globalement, on voit que le multiplayer est important dans la réalité virtuelle. Et on voit qu'il n'y a aussi quasiment pas de jeux qui sont que multiplayer. Ça veut dire qu'on n'y est pas encore non plus. C'est-à-dire qu'il y a encore un peu de chemin à faire là-dessus. Et c'est là où ce que tu disais, moi j'adore ce graphique-là, qui montre un peu justement les évolutions du jeu vidéo dans les années précédentes. Et c'est là où on voit où on en est dans une industrie. En fait, tout est relatif. On voit que c'est le petit violet tout là-haut, là, c'est la VR. Mais en fait, si on prend le violet et puis qu'on le place un peu au début des industries, on voit que ça ressemble beaucoup à la Game Boy, par exemple. On voit qu'on est sur le début de la Game Boy. Alors, bon, ça ne touche pas à un marché enfant, mais on voit qu'on est au début d'une chose. Et puis, ce qu'on voit aussi, c'est la convergence, c'est-à-dire que le handheld, donc les consoles portables, ont été clairement phagocytées par le mobile à un moment. Et du coup, on pourra se demander si dans l'avenir, il y aura... Au fur et à mesure que les choses grandissent, est-ce que la VR ou la réalité mixte phagocytera le mobile à son tour? Je peux me permettre, c'est les revenus mondiaux? Pardon? C'est mondial? C'est global? C'est mondial, ouais. Ouais. Parce que ça, c'est aussi un truc qu'on voit souvent sur les graphiques. Le graphique est génial, effectivement. Mais il y a quand même un truc qui manque, c'est que dans toutes ces années, l'Asie a représenté entre 0 à gauche et 50% du marché à droite. Et donc, en même temps que ces courants de plateformes et d'évolution technologique, il y a aussi des dizaines, centaines de millions de nouveaux joueurs qui sont arrivés d'Asie. C'est un phénomène que moi j'ai vécu, mais qui est peu représenté finalement souvent sur les... Ouais, c'est ça, ouais. Bah, on le voit quand même sur l'échelle finale, quoi. On voit que c'est un truc qui fait que grossir.
Et on voit aussi qu'il n'y a pas beaucoup de retour en arrière aussi. Ça, c'est un truc intéressant parce qu'on a toujours cette peur quand on fait de la VR, de se dire en fait, est-ce que ça va pas se casser la gueule. On voit que finalement, il y a assez peu, il y a vraiment qu'un seul vrai trou. Je ne sais pas si on le voit, c'est ici. C'était juste au début du jeu vidéo de console où il y a eu un petit marasme, mais qui en fait est reparti après et qui était lié vraiment à la gestion du contenu. Donc ça va me permettre d'enchaîner d'ailleurs là-dessus. C'est le fait que, eh ben en fait, là dans l'avenir, ce qui va se passer, c'est qu'il y a il y a le PSVR 2 qui arrive, qui ont énormément investi sur les contenus. Donc eux, ils veulent vraiment faire une bataille des contenus. Et puis il y a le Pico 4 il y a le Pico 4 qui arrive et qui lui aussi a une vraie bataille du contenu parce que pour aller concurrencer Meta, il va falloir avoir du contenu. Et ce qui est intéressant, c'est que quand il y a de la compétition, parce qu'on pourrait se dire, ben, c'est dommage, Quest a pris tout le marché, donc c'est bien parce que ça consolide, c'est pas bien parce qu'il n'y a qu'un acteur, même si finalement le contenu il peut être délivré par Steam ou par autre chose. Aujourd'hui, demain, en tout cas, il va y avoir une grosse compétition, ce qui fait que pour les créateurs, c'est vraiment un Eldorado parce qu'ils voudront du contenu. Donc ça veut dire que ça va. Et plus il y a du contenu, on le sait, c'est pour ça qu'avant ça s'était un peu écrasé au moment de la console. Plus il y a du contenu de qualité, plus il y a de l'adoption. Et Pico, ça vient d'où? De Chine, voilà. C'est important. Qui est l'équivalent, voilà. Ouais, c'est un gros acteur chinois, nouveau, très bien financé. Et qui vient pleinement concurrencer Meta et Sony PlayStation. Exactement. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que aussi bien le Pico que ce qu'on voit ici, là tout le monde a dû voir cette vidéo avec Mark Zuckerberg qui fait du fencing, qui fait du sabre à distance en réalité mixte. C'est une vidéo qui a très bien marché parce que je pense que tout le monde, la réalité mixte un peu casse le côté de la VR qui isole. Du coup, c'est vraiment un truc qui représente, qui commence à inspirer les gens en se disant tiens, ça serait sympa de pouvoir faire ça. On aura vraiment l'impression d'être avec quelqu'un d'autre. Ce qui est marrant, c'est que tous les casques maintenant vont proposer de la réalité mixte. C'est-à-dire il y aura un écran couleur sur le Pico 4, il y a un écran couleur, donc on voit vraiment dehors, donc on va pouvoir vraiment mélanger les choses. Donc ça, c'est vraiment une évolution qui montre que par rapport à là où j'étais l'année dernière, on est vraiment en train d'aller vers cette case bleue de la réalité mixte qui devient un vrai marché consolidé. Voilà. L'autre truc qui est intéressant, c'est que je regardais un peu si ma théorie fumeuse de transhumanisme marchait aussi. Et finalement, moi je suis toujours surpris du coup à chaque fois. Là, ça c'est une recherche qui est sortie en septembre de Meta. Ça aussi, c'est assez intéressant de se dire. C'est marrant, je cherchais juste si justement il y avait des progrès par rapport aux implants qui étaient faits, si on commençait à en faire. Et là, la première recherche sur laquelle je tombe sur des implants pour pouvoir aller dans le cerveau, elle est faite par Meta. Donc c'est marrant d'avoir ce petit hasard. Je me dis tiens, et il est assez intéressant parce que c'est pas finalement ce que je pensais sur la vision, mais c'est un truc assez impressionnant. Ce que vous voyez là, c'est que là, ça c'est ce que pense la personne. Une personne doit penser à des questions. Et ça, les implants, on voit pas très bien. Mais en fait, il y a des électrodes dans le cerveau, c'est des gens qui sont épileptiques. Ils ont fait un système de machine learning qui va permettre de redécoder. Ah mince, on voit plus. Si. Qui va permettre de décoder ce que la personne pense. Et en fait, avant, toutes les choses se basaient sur un peu de la reconnaissance de mots un par un. Et ce qui faisait que les résultats, on avait du mal à distinguer des mots qui se ressemblaient. Et en fait, le machine learning va permettre d'apprendre un certain nombre de questions ou de phrases qui vont permettre, en fait, à partir de l'ensemble du contexte du signal, de pouvoir vraiment recréer la phrase en entier. Alors ça, c'est vraiment... Moi, j'aime beaucoup ces choses parce que c'est à la fois hyper flippant de se dire... parce qu'en fait, l'idée de ça pour la réalité augmentée, c'est que si un jour on a un casque de réalité augmentée à la place du téléphone, on pourrait se dire c'est un peu pénible de devoir parler pour pouvoir contrôler nos trucs, genre tiens tu pourrais regarder mes mails, enfin ça ferait bizarre dans le métro d'être comme ça. Donc effectivement d'avoir un système où on fait tiens tu pourrais regarder mes mails et que ça se mette devant serait super. Et donc c'est hyper pratique, hyper flippant et en même temps ce qui est super c'est que ces recherches là elles vont servir à des gens qui sont muets de pouvoir parler, communiquer aujourd'hui. Donc c'est bien de voir que finalement, voilà, toute la recherche qui fait peur peut aussi amener des choses positives. Voilà. Donc, voilà. Je ne sais pas si...
Je peux passer à la suite? Comment je fais pas? Pardon. Pourquoi c'est pas à plein écran? Attendez, je refais. Je suis allé trop loin. Alors, je me suis posé aussi une question très étrange sur ma théorie toujours un peu bizarre de mettre des choses dans son corps. Qui était finalement, c'est quoi la consommation? Parce que je me suis posé la question du sustainable aussi, c'est-à-dire que tout ça coûte de l'énergie, notamment les processeurs, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais aucune idée de combien consommait un PC. Donc par exemple, ça c'est un PC de gamer, ça consomme entre 300 watts et 500 watts heure. Et par rapport à un casque de réalité virtuelle qui consomme, on le voit en jaune là, qui consomme à peu près 11 watts. Donc on voit, ça c'est important dans le développement des systèmes. Par exemple, donc nous par exemple à Unity, on a deux moteurs de rendu. On a un moteur de rendu pour le mobile qui consomme moins d'énergie, qui est fait spécialement pour ça, et on a un moteur de rendu pour le high-end. Et ça c'est des choses quelquefois qu'on oublie. Pareil quand on choisit les technologies ou quand on développe des systèmes. C'est vrai que si on fait un jeu PC, par défaut, il va consommer plus, quoi. Enfin, en tout cas, selon comment on le fait ou selon le moteur qu'on utilise. Si on utilise un moteur high-end avec des gros graphiques, il consomme plus d'énergie. Et ce qui était marrant, c'est que je me suis demandé combien un corps, en fait, finalement, par rapport à ça, combien un corps, est-ce qu'on pourrait alimenter un casque un jour là-dessus? Et en fait, j'étais assez surpris de voir qu'un corps consomme à peu près entre 200 et 1000 watts-heure. 1000 watts quand on est en exercice, 200 quand on est au repos. Dont l'essentiel étant le mouvement des bras qui consomme 60 watts et le mouvement des pieds 67 watts. Donc c'est assez marrant de se dire que finalement un corps consomme plus de watts qu'un PC de gamer, mais qu'un casque de réalité virtuelle consomme un sixième de ce que consomment nos bras. Et j'ai fait une petite aparté là-dessus aussi, ce que je voulais mettre en avant, parce que je m'occupais du film et de l'animation fait en temps réel. Et c'est vrai que c'était aussi un des aspects de l'aspect écologique. C'est que j'ai entendu là, il n'y a pas longtemps qu'un des derniers films Pixar consommait autant, je crois, qu'un an d'alimentation en électricité de tout Paris. Parce que forcément, c'est des millions d'heures de rendu sur des fermes incroyables. Et là, il y a cette série, je pense que j'avais présentée déjà une fois, qui s'appelle Edmond et Lucie, qui est faite avec Unity, qui est sortie sur... bon, c'est pas grave, il n'y a pas le son, mais... donc cette série qui est sortie sur TV5, c'est 52 épisodes, voilà, série typique. Donc au-delà du fait qu'ils étaient hyper contents parce que le réalisateur il voulait rajouter plein de détails, des petits papillons de partout, parce que c'est un film sur la nature et l'écologie, ils avaient aussi utilisé le temps réel en se disant on fait un film sur l'écologie pour un peu sensibiliser les enfants au fait que tout a une relation, c'est-à-dire que quand tu enlèves une plante à un endroit, ça va peut-être faire que l'animal qui est au-dessus, il peut plus habiter là, donc voilà. Et c'était dit, c'est un peu bizarre de faire ça en dépensant des tonnes de serveurs. Donc, et c'était assez intéressant parce que du coup, ils ont fait un bilan à la fin, on le voit écrit là en bas, ils ont fait un petit bilan de combien ça leur a coûté, de manière relative à ce que ça coûte. Donc ils mettaient à peu près quelques heures pour calculer un épisode de 12 minutes à la fin, sur l'épisode final qui est envoyé à la télé, alors que, donc sur une machine, ça prend quelques heures, alors que 12 minutes, traditionnellement, auraient pris 200 jours sur une machine. Donc normalement, on a des serveurs, on a un serveur qui le calcule pour que ça aille plus vite, mais on voit l'échelle d'économie d'énergie, surtout sur des choses comme ça qui peuvent représenter pour un film la consommation de toute la ville de Paris. Donc je trouvais ça intéressant, donc je voulais le noter, c'est un peu en bord du métaverse, mais voilà. Mais pas trop, non, finalement, ça va ouais. Donc voilà, on va passer à la deuxième ligne. Ça va, c'est intéressant? C'est vrai, bon super. Donc la deuxième ligne, c'est la création de contenu un peu. Où est-ce qu'on en est en fait de la création de contenu? Alors ça, c'est les slides le plus chiant du monde, donc je l'ai vraiment bien fait. On dirait une moto du Paris-Dakar. En fait, juste ce qu'il faut retenir de ça, ce qui est assez intéressant, c'est que voilà, pour construire un monde métaverse ouvert, en fait, souvent on mélange plein de choses. Et c'est vrai que souvent, quand on parle du monde métaverse, on veut construire un open métaverse, souvent ça ne veut pas dire qu'il est open forcément pour les utilisateurs.
souvent, en fait, on dit ouais, c'est open. En fait, c'est juste qu'on utilise souvent des technologies qui sont open. Donc, je voulais quand même insister là-dessus, parce que effectivement, construire un métavers, ça veut dire avoir plein de standards, avoir plein de formats, avoir des systèmes d'interopérabilité pour qu'on puisse aller d'un endroit à l'autre. Et en fait, c'est marrant parce que voilà, il y avait l'Academy Software Foundation qu'on voit ici, qui elle est issue du cinéma, qui gère un peu tous les standards qui sont utilisés pour faire du film et qui avait commencé un peu à se mettre dans le métaverse. Mais ce qui est marrant, c'est qu'en un an, juste entre l'année dernière et maintenant, il y a le Metaverse Standard Forum qui s'est développé, qui est devenu un consortium d'entreprises dont on fait partie, dont le but est de définir les standards vraiment spécifiquement au métaverse pour l'interopérabilité entre les systèmes. Donc ça, c'est tout récent, ça a été annoncé aussi grave. Voilà. Et donc, dont le but est de décrire, parce qu'en fait, la fabrication d'un jeu, elle ressemble un peu à la fabrication d'un film, il y a plein de standards, mais finalement, si on se pose vraiment la question du métaverse, il y a quand même des choses un peu spécifiques. Une fois qu'on a fait son métaverse, comment on va pouvoir faire passer les choses d'un endroit à l'autre, qui ne sont pas du tout le cas de la production de jeux vidéo aujourd'hui ou de la production les choses et les personnes. Et des personnes, exactement, exactement. Et du coup, tout ça est basé sur deux standards pour l'instant qui en sortent. USD pour tout ce qui est création de contenu, parce que ça s'appelle Universal Scene Description, qui sert de base qui est de plus en plus utilisé dans l'industrie du film pour pouvoir gérer des grosses quantités de données avec plusieurs gens qui travaillent en parallèle. Donc ça, c'est pour tout ce qui est création du contenu, éventuellement même dans le métaverse. Et donc, par exemple, si on veut construire une ville ou un ensemble de choses un peu complexes, une forêt, il va falloir assembler tout ça. Et puis, il y aura peut-être quelqu'un qui bouge un arbre pendant que l'autre essaye de le bouger en même temps. Il va falloir résoudre toutes ces choses-là. Et donc, ce format a été fait pour ça. Donc, il est vraiment poussé dans l'industrie. Et GLTF pour sortir, eux, plutôt des assets particuliers. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir des open standards. Ensuite, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'en un an, on parlait du machine learning l'année dernière et il y avait plein de choses, mais en fait, c'est juste taré tout ce qui s'est passé cette année entre Stable Diffusion. Il y avait déjà DALL-E, je crois, mais il y a. Comment ça s'appelle attendez, je regarde. Midjourney, voilà. Et en fait, on n'arrête pas de voir, là, si vous êtes sur les réseaux sociaux, on voit des tweets en permanence de gens qui font des trucs là-dessus. Et en fait, on dirait que l'innovation arrive comme ça. Tous les mois, il y a une nouvelle innovation. Là, il y a Meta qui a dit on fait du texte ou vidéo. Il y a Nerf qui va permettre, c'est de Nvidia, qui a vraiment un système de reconstruction qui est assez génial, qui à partir de quelques images va avec le machine learning reconstituer les images intermédiaires. Parce que quand on fait la photogrammétrie, souvent il faut prendre plein de photos. Et en fait, c'est un peu saoulant. Du coup, ça fait beaucoup de choses à processer. En fait, si le machine learning peut refabriquer les photos intermédiaires, à peu près, de toute façon, on s'en fout, c'est pour refaire un nuage de points, et ben ça va hyper vite. Du coup, là, ils arrivent à prendre à partir de quelques photos, en une minute ou deux, d'arriver à reconstituer un modèle 3D comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que donc ça, c'est quelque chose qu'ils ont sorti, je crois, en mars, avril. Donc on est à 5 mois ou 6 mois. Et en fait, directement, là, il y a une semaine, basé là-dessus, qu'est-ce qu'on peut se dire? On peut se dire que si à partir de quelques photos, je suis capable de reconstituer un modèle 3D, en fait, finalement, assez peu de photos, si je fais du texte ou image de plusieurs directions, je vais être capable de juste générer des modèles 3D en utilisant le premier système. Donc je génère quelques images qui seraient autour d'un objet, genre un cheval de gauche, un cheval de droite, un cheval vu du dessus, etc. Et en fait, on le donne au premier système et on a génère-moi un cheval en 3D. Et du coup, ils ont ce système-là qui est assez hallucinant. Voilà, tout ça, toutes ces choses-là, ça permet de juste rentrer un texte et de générer un asset 3D prêt à être utilisé. Et on peut même faire, du coup, on peut dire génère-moi un cheval tigre, et du coup, il va générer le tigre cheval. Voilà. Donc ça va hyper vite, et c'est vraiment important pour la construction justement de ces mondes à l'avenir, parce que la génération de contenu de ces mondes-là va être un vrai challenge. Nous, de notre côté, je voulais juste mettre en avant deux trucs. Nous, on avait racheté une entreprise qui s'appelle Art Engine, qui faisait de l'intelligence artificielle depuis 12 ans. Et on a arrêté le service il n'y a pas longtemps pour pouvoir le passer sur le cloud. Donc c'est dommage qu'on ne soit pas arrivé à transformer ce qu'on avait pris pour en faire pour participer. Donc j'espère que ça viendra. Et on a fait aussi une autre chose qui est assez intéressante que je vais montrer, pour montrer que l'intelligence artificielle se met à tous les domaines. On a gagné le SIGGRAPH Real Time Live. C'est un événement au SIGGRAPH qui récompense
les projets temps réel les plus innovants. Et donc, on fait une démo sur scène avec plein d'autres. Et en fait, c'est un système avec le machine learning où, en bougeant juste des parties du corps, on va refaire bouger tout le corps de manière réaliste en disant bah, vas-y, bouge-moi tout le corps. En fait, c'est vraiment comme si on prenait une personne. Pour faire de l'animation, en fait, aujourd'hui, c'est assez compliqué parce qu'on bouge des trucs, il faut rebouger le coude, il faut faire des choses. Et même avec des chaînes IK, on n'a pas toujours les bonnes choses. Là, c'est vraiment comme si on avait une personne devant nous et qu'on lui fait tiens, mets-toi comme ça, vas-y, baisse-toi, puis mets-toi là. Et en fait, ça permet en quelques secondes de faire une pause d'animation. Et c'est vraiment novateur de faire ça. Voilà. J'essaie d'aller vite parce que je pense que je suis hyper à la bourre. Hein, ça. Il nous reste 1 ou 2 minutes, mais... Ah ouais, ouais. Oh, j'ai 200 slides encore. Non, ça va aller vite. Et ensuite, sur les avatars aussi, ça a été une évolution assez fulgurante. Du coup, j'ai pas le temps de montrer toutes les vidéos, mais pour dire rapidement, Nvidia a lancé un système qui s'appelle Avatar Cloud Engine, qui est un truc assez fabuleux. Ça veut dire que c'est une sorte d'outil où on va brancher plusieurs composants d'intelligence artificielle qui vont permettre de dire, bah alors est-ce que tu voudrais qu'ils reconnaissent du texte, tu voudrais qu'ils reconnaissent du texte sur une chose spécifique, genre juste sur un service donné, ou alors est-ce que tu voudrais qu'ils répondent à n'importe quelle question si jamais la personne elle a envie de discuter pendant ton service client. Et ensuite tu le branches, tu dis est-ce que tu voudrais qu'après on transforme ces informations qu'on a reçues en un texte, qu'on aille utiliser du machine learning pour faire une réponse automatique. Ensuite, cette réponse automatique, on va la brancher sur quelque chose qui fait une réponse en faisant bouger les visages. Et en fait, on connecte les choses comme ça les uns après les autres. Et comme ça, on fabrique un peu son avatar qu'on va aller implémenter, qu'on va aller intégrer dans n'importe quel système. Et après, ça se branche sur un peu n'importe quel système d'avatar 3D. Et du coup, ça peut contrôler un MetaHuman ou ça peut contrôler donc les MetaHumans qui sont les personnages qui sont un outil de création de personnages d'Unreal. MetaHuman aussi a pas mal évolué, donc qui permettait de fabriquer les personnages des humains en 3D. Il y a eu un gros saut qui a été fait là cette année aussi sur MetaHuman, c'est qu'ils permettent on peut scanner la tête de quelqu'un et en fait elle va générer un humain avec le visage, ce qui va éviter d'avoir à essayer d'imiter quelqu'un, juste de le faire transférer. Et nous, de notre côté, on a aussi pas mal progressé. On a racheté une entreprise dans l'année là, qui s'appelle Ziva Dynamics. Et voilà, ça rend en temps réel dans Unity. Et ce qui est vraiment intéressant là-dessus, c'est encore une fois que pour animer un visage, ça c'est vraiment une technologie assez unique, pour animer un visage et pour qu'il soit réaliste, il faut avoir toute la déformation de la peau quand on parle. Et ça, normalement, dans le cinéma, on a juste des caches énormes, ça prend énormément de place. Et en fait, ils ont fait un système pareil avec le machine learning encore, qui va permettre il s'est entraîné sur tous les mouvements de visage d'une personne de référence. Et ensuite, on va mettre son scan de visage, un peu comme on a vu avec MetaHuman. Et en fait, le machine learning va apprendre à ce visage-là à rebouger tous les muscles de la peau. Et à la fin, c'est quelque chose qui prend 30 mégas et qui va permettre de régénérer toute la façon dont on bouge tous les petits tissus du visage. Donc ça va permettre de simuler un humain de manière assez légère pour le faire en temps réel. Voilà. Donc là, elle parle pendant 2 minutes, alors que parler 2 minutes, normalement, dans un film avec cette qualité-là, ça peut coûter plusieurs centaines de milliers de dollars. Et on a fait ça en 1 mois, tout compris, en intégrant leur système dedans quand on a fait les choses. J'ai pas le temps de montrer encore une autre démo qu'on a fait sur les humains. Si, allez, vite fait, parce que j'en ai plus pour longtemps. Ça, c'est une démo qu'on a sortie il y a quelques mois, où un des gros problèmes des humains digitaux, c'est les cheveux. Parce que c'est vraiment un truc pénible, parce qu'il y en a beaucoup, et que en plus, il y a des effets d'éclairage mutuel, la lumière qui passe à travers, les ombres font que c'est très compliqué à faire. Et du coup, c'est un truc qu'on a voulu faire. Là, dans ce film, donc ça tourne sur la PS5. On voit rien, hein, mais en fait, tous les cheveux sont simulés en temps réel. Ça veut dire que quand on change, je crois que la gravité va changer, les cheveux vont se lever parce qu'on a juste changé la gravité du monde. Donc tout est simulé en temps réel, ce qui veut dire, encore une fois, qu'on peut accéder. Là, on voit les cheveux qui montent. Voilà. Et ça tourne sur PS5, cette qualité-là aujourd'hui. Donc il y a vraiment eu un saut incroyable, aussi bien dans la fabrication des humains digitaux et dans les techniques de rendu.
Et voilà. J'essaie de passer de slide. Ah, voilà. Donc je passe. On a fait aussi une démo avec un lion. Je vous le ferai voir si j'ai le temps après. Parce qu'on s'est dit, bah, tiens, si on sait faire plein de cheveux, on pourrait peut-être essayer encore de faire plein de poils. Et je suis assez sensible à ça, comme vous le voyez. Et du coup, voilà, on a simulé là tous les poils en temps réel. C'est pareil, c'est une démo qui tourne sur PS5. Mais je vous la ferai voir, je l'ai en temps réel justement après, pendant les questions. Et on va finir par deux petites choses. Un des gros challenges, c'est vraiment de scaler les infrastructures. Aujourd'hui, les jeux multijoueurs n'ont jamais vraiment plus que 100 joueurs en même temps. Enfin, c'est vraiment un vrai problème de scaler. Et en fait, la 5G, on va être obligé d'utiliser des techniques comme la 5G, où on voit qu'elle est de plus en plus déployée dans le monde, pour pouvoir faire du local computing, pour pouvoir gérer des nombres de joueurs en parallèle beaucoup plus grands. Et on voit que Epic a investi pas mal là-dessus, nous on investit aussi pas mal là-dessus, donc c'est vraiment des trends qui sont là. Et le dernière partie, c'est le modèle économique, qui en fait, pareil, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées cette année. D'un côté, on voit que les données personnelles sont de plus en plus sécurisées, donc Apple a sécurisé les données, ce qui fait que la publicité a un peu plus de mal à être un business model dans le monde virtuel. Ce qui veut dire qu'on pourrait se poser la question dans le métaverse, est-ce qu'on veut, du coup, est-ce que même la publicité, enfin il faudra réinventer encore la publicité avec ces nouvelles règles. Pour les NFT, il y a eu deux choses, c'est qu'avant il y avait beaucoup de discussions. Pour l'instant, le statu quo du jeu vidéo, c'est que Steam a banni les NFT pour l'instant et Microsoft pour Minecraft l'a fait aussi. Et que ceux qui ne l'ont pas banni disent on fait de la recherche, on attend pour voir. C'est-à-dire que ce qui est intéressant là-dessus, c'est qu'il y a eu un statut, c'est-à-dire qu'on n'y va pas, mais par contre, il y a quand même aussi un statut commun qui est genre on est quand même intéressé. Et puis la dernière partie, c'est la souscription. En fait, ça c'est vraiment un business model qui aujourd'hui se retrouve un peu de partout. Dans le jeu vidéo, qui était un peu le dernier maillon de l'entertainment, qui n'était pas de la souscription. On a eu la musique, le film, et puis maintenant, ça y est, la souscription de jeux vidéo a progressé de manière phénoménale. Donc voilà, tout ça pour dire que pour moi, en fait, finalement, en regardant tout ça, je me dis, on est sur les bonnes routes. Par contre, je trouve qu'il y a vraiment une chose qui manque, c'est justement cette chose centrée autour de l'humain. On est encore beaucoup autour du contenu, des plateformes, mais en fait, on n'a toujours pas résolu le problème fondamental qui sont quels sont les droits et les devoirs d'un avatar, quelles sont la constitution qui vont gérer les règles des mondes virtuels. Et je pense que c'est vraiment ce jour-là où on pourra dire qu'on a rentré dans le métaverse. J'avais trop de slides, merci. Merci Mathieu.